Bonjour et bienvenue à tous. Ce dimanche, on parle de politique, de stratégie, de militantisme, des sénatoriales 2018, la vraie fausse libération de touristes étrangers, le combat de Winnie Mandela, des sujets qui seront décryptés et analysés dans cette émission pendant 1h30 par notre paquet d'invités présents en studio. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'aller prendre la température de la presse et c'est là qu'on vous accueille, Flavien. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous nos invités. Alors, vous avez lu pour nous les différentes parutions de cette semaine. Ça va prendre leur contenu. Alors, comme vous l'avez dit, dans des sujets pas des moindres encore cette semaine qui s'achève, dans le cadre de ce rendez-vous dominical, d'ailleurs, parlant des sénatoriales 2018, les résultats rendus publics par le Conseil constitutionnel ont été relayés par la presse. Cameroun Tribune, par exemple, a qualifié la victoire du RDPC de razzia. Le parti au pouvoir s'en tire donc avec 63 sénateurs élus sur 70. Le Social Democratic Front suit donc avec seulement 7 sénateurs. Le quotidien bilingue gouvernemental rappelle que le parti de John Frudy a perdu 7 sénateurs encore pour cette seconde mandature donc au Sénat. En attendant donc la nomination des 30 autres par le chef de l'État, Cameroun Tribune précise que le RDPC va régner donc en grand maître au Sénat. Pour le quotidien Le Jour, c'est le premier exercice effectué par le Conseil constitutionnel, celui de la proclamation des résultats d'un scrutin. Le même journal fait savoir que ces résultats sont donc proclamés au lendemain des recours à l'annulation rejetés par la Cour constitutionnelle. Au terme de tout ceci, la presse fait donc remarquer que le premier parti de l'opposition occupe toujours la deuxième place chaque fois qu'il y a scrutin au Cameroun. En tout cas, parlant du second sujet, Kate, le second sujet bien entendu de ce rendez-vous concerne bien également la vraie ou fausse libération des otages. C'est ce que la presse essaie de dire après notamment l'annonce de cette libération des otages étrangers par le ministre de la Communication. Plusieurs tabloïds ont également relayé le contexte ou le contenu même du communiqué. Seulement, la nouvelle expression de cette semaine, en tout cas dans l'une de ses parutions, qui n'a pas trouvé la méthode honorable, a fait observer que Yaoundé a simplement étalé sa politique donc en ignorant ses citoyens, enlevé donc il y a des mois pour libérer les étrangers, un contexte qui n'a laissé personne indifférent, selon bien sûr le journal, en présentant justement la photo des otages libérés. Le quotidien Le Jour, dans son commentaire, a fait savoir que ces derniers reviennent bien entendu de l'enfer, ceci pour qualifier la souffrance endurée par ces otages étrangers. Le journal, l'essentiel, s'est contenté simplement de rappeler que le kidnapping est désormais le nouveau mode opératoire de ces terroristes dans les régions anglophones. Le reporter va plus loin pour préciser que cette méthode ressemble bien entendu à celle des rebelles du delta du Niger. Et parlant donc au sujet donc de l'enlèvement des 12 occidentaux annoncés à grand renfort de publicité par le ministre de la Communication, le journal Mutation révèle que les touristes cités donc par Issa Tchouma Bakary et présentés comme étant des otages libérés ont apporté un démenti. Selon eux, ils n'ont pas été enlevés, tel que prétend d'ailleurs dire le ministre de la Communication. D'ailleurs, pour Mutation, c'est carrément un démenti fait par ces derniers, contrairement à ce qu'a dit Issa Tchouma Bakary. Je vous remercie Flavien, vous avez fait le tour de ces sujets qui ont fait la une de l'actualité. On vous retrouve dimanche prochain pour la même activité. C'est un rendez-vous. Et à votre suite, on va introduire les différents invités qui ont bien voulu répondre présent à notre invitation. On commence dans cet exercice-là par la gauche. Et à la gauche, justement, se situe l'un des militants du SDF. Il est maire, adjoint au maire à la commune de Douala 3e. Je l'ai nommé Achille Zemba. Bonjour monsieur et bienvenue. Merci Kate, merci de me faire l'honneur d'être l'un des participants de votre prestigieux plateau. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. À votre suite, on va également introduire un autre membre d'un parti politique de l'opposition. Cette fois-là, il s'agit d'Adamou Koupit, qui est membre du bureau politique de l'Union démocratique du Cameroun. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à l'équipe technique. Et le MRC a également répondu présent à notre invitation. Et cette fois-là, on s'en va chercher Maître Désiré Sikati. Bienvenue, bonjour à vous également. Bonjour à tous les auditeurs de la télévision Equinox. Les téléspectateurs, vous voulez dire. Pardon, les téléspectateurs de Equinox. Bonjour à tout le plateau. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends part à ce débat. Et le dernier,
à être présenté ce midi. Il s'agit d'un journaliste qui a fait le déplacement de Yaoundé. Il est notamment connu, lui, pour ses prises de position. Là, il s'agit notamment d'Emmanuel Atangana, qui on va souhaiter la bienvenue ce dimanche. Il a un large sourire. Bonjour, bienvenue. Bonjour Kate, merci pour l'honneur et l'amitié que vous faites à ma très modeste personne. En m'invitant une nouvelle fois sur votre prestigieux plateau, bonjour à tous les spectateurs et un salut très républicain à tous les autres panélistes présents sur ce plateau et je souhaite que le débat soit vraiment citoyen et républicain. Merci. Écoutez, c'est nous qui vous remercions d'avoir répondu présent, d'avoir fait le déplacement également pour être sur ce plateau. Et on va rentrer dans le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. On parle là des sénatoriales 2018 avec la question de savoir si le SDF est condamné à être deuxième. Est-ce une malédiction qui s'abat sur ce parti politique? De toutes les façons, jeudi dernier, on a assisté partiellement à la levée du suspense lié au sénatorial, notamment avec la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. On retient notamment que le RDPC s'en tire avec 63 sièges, le SDF 7 et les autres partis en lice, rien du tout. Alors Achille Azemba, on commence par vous ce matin. Vous faites partie du Social Democratic Front et comme tous les militants de ce parti politique, vous avez déployé tous les efforts sur le terrain pour avoir le maximum de sièges possible. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats que vous avez pu faire? Les résultats sont ceux que vous connaissez et ils peuvent être appréciés selon qu'on le veuille ou selon la position qu'on voudrait occuper. Tout à l'heure, dans votre introduction, j'ai entendu parler d'éternel deuxième, est-ce une malédiction? Moi, je dis qu'il n'en est rien. Je pense que quand on est un parti politique et qui aspire à gouverner un pays, on s'engage et on décide d'arriver au pouvoir par la voie des élections, des urnes. Bon, quand on rentre un peu dans l'histoire, nous avons refusé de participer à une élection législative. Il y a eu des commentaires, ça et là, à tort ou à raison. On nous l'a reproché et depuis ce temps-là, nous avons décidé à chaque fois de participer aussi pour prouver qu'il y a des choses à redire quant à l'organisation des élections. Pour ces élections sénatoriales, je pourrais prendre aussi la chose d'un autre bout. Je pourrais également dire SDF éternel premier parti de l'opposition par rapport aux résultats des élections. Mais là n'est pas le problème. Je pense que c'est une élection qui au départ, avait lui-même les germes d'un certain nombre d'incongruités. Voyez-vous, on a lancé le Sénat en 2013 et 5 ans après, à cette époque, il était question de mettre sur pied le Sénat vaille que vaille. C'est la raison pour laquelle on a dû utiliser une disposition de la loi qui permettait à ce que le corps électoral soit constitué uniquement des conseillers municipaux, ce qui a été fait. On arrive à s'étonner quand même que 5 ans après, qu'on relise les membres de ce Sénat avec le même corps électoral, alors qu'on aurait dû, à mon avis, évoluer d'un cran, peut-être. Pourquoi pas mettre sur pied les conseils régionaux, permettre aux chefs de quartier ou aux chefs de village de voter, bref, ceux que la loi permet de voter, d'être des électeurs. On se rend compte que... C'est un argument qui n'est pas recevable pour beaucoup qui estiment que le SDF en tant que leader, parti leader, ça c'est pour reprendre les termes des uns et des autres de l'opposition, se devrait quand même de montrer l'exemple. On s'est rendu compte que vous avez plutôt régressé comparé à 2013 où vous avez eu 14 sièges. Aujourd'hui, on se rend compte au terme de ces élections que vous n'avez que 7. Oui, déjà 7... c'est pas mal. Non, je ne dirais pas que c'est pas mal, mais je pense qu'on revient de loin. On aurait pu, l'opposition aurait pu s'en sortir avec 0. Et il faut quand même que, vaille que vaille, à un moment ou à un autre, qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de pouvoir tirer les conclusions objectives. 14. Partie de 14 pour 7. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une régression, mais pourquoi la régression? Est-ce que même déjà, en participant à cette élection, les deux n'étaient pas pipés au départ? Est-ce que scientifiquement, numériquement, il fallait s'attendre à autre chose plus que ça? Mais
d'autres ont cru devoir démissionner. Nous avons estimé que nous ne reculerons pas devant les obstacles. Nous avons participé. Le résultat est celui que vous connaissez. On peut l'analyser dans tous les sens. Mais nous restons la tête haute et nous pensons que plus que jamais, nous nous battrons pour l'avancement de la démocratie. Je vous remercie pour cette première prise d'opposition. On rappelle que le MRC est également présent sur ce plateau. Le MRC, justement, qui avait décidé de boycotter ces élections. Enfin, bref, ça dépend du sens qu'on met dans le mot, parce que rien que de dire boycotter, on voit la réaction de Maître Sikati sur le plateau. Mais bon, il nous expliquera finalement la démarche qui a été celle de son parti politique. Mais avant, on va introduire Adamou Koupit. Vous également faites partie de l'UDC. Vous avez été des partis politiques qui se sont présentés à ces sénatoriales. Malheureusement, vous n'avez pu glaner aucun siège. Mais au terme, finalement, de ces élections, vous aviez introduit un recours. Quel était le contenu de ce recours et pourquoi a-t-il été rejeté? Oh, merci de me donner l'opportunité de revenir sur ça, mais avant de répondre à votre question, je voudrais dire mon étonnement de voir que mon collègue combattant, maire du SIF, semble se réjouir de ce que le SIF soit toujours le premier de l'opposition. On ne va pas un combat, et ça donne tout le sens de voir parfois ce qui se passe, qu'on ne doit pas travailler pour être le premier de la classe de fait. On travaille pour que l'opposition gagne. On ne va pas se contenter de cela. Nous savons dans quel contexte on a eu le 14 sièges de l'année passée. Je pense que nous devons nous battre pour que ça change et non pour se battre pour être le premier de la classe de faible, entre guillemets. Maintenant, s'agissant de nous, vous m'interpellez sur les recours que nous avons faits. Nous avons introduit un recours en annulation, ou mieux en disqualification du RDPC pour 3 motifs fondamentaux. Le premier motif, c'est la substitution d'un candidat déclaré par un candidat non déclaré sur la liste. Nous avons constaté que le candidat numéro 7, Tenyedetio Joseph, son nom s'appelle Joseph parce que c'est Joseph qui a été déclaré candidat à ces sénatoriales par l'ECAM. On s'est rendu compte le jour du vote que sur le bulletin de vote du RDPC, c'est Tenyedetio Jean qui y figurait, ce qui n'est pas la même personne. Exactement. Nous avons donc introduit le recours au niveau du Conseil constitutionnel. Les 5 avocats du RDPC et l'avocat de l'ECAM et le Conseil lui-même nous ont opposé l'argument selon lequel ce cas avait déjà fait état de contentieux préélectoral introduit par le SIF et que le Conseil avait reconnu qu'il s'agissait bel et bien de la même personne. Nous, on s'est dit, nous ne discutions pas, on n'allait pas auprès du Conseil pour renoncer à la décision de cette haute juridiction, mais c'était pour dire que qu'est-ce qu'on en a fait. Parce que si après la décision du Conseil constitutionnel, le RDPC n'a pas pu harmoniser la liste avec le bulletin, ça voudrait dire que consciemment, il était pertinent que Jean n'est pas Joseph et que Jean est politiquement plus compétitif que Joseph. C'est pour cela qu'ils ont maintenu Jean jusqu'au jour de l'élection. Le bulletin de vote ont été produits par la SOPECAM et j'apprécie le travail de la SOPECAM parce que la SOPECAM, avant de produire les bulletins, invitait les partis à venir confirmer la conformité et des orthographes de nom et de logos et autres avant l'impression. Donc si le RDPC, en dépit de cette étape, a maintenu Jean au lieu de Joseph, ça voudrait dire qu'ils sont conscients que Joseph est la personne, n'est pas la même personne que Jean. Et il revenait au Conseil de s'en frustrer parce qu'on ne peut pas rendre une décision et on transfère le même problème résolu le jour de l'élection comme si rien n'était fait avant. Exactement. Alors, donc, vous comprenez que à ce niveau-ci, si le Conseil nous a déboutés, je pense que, modestement, c'était à tort. Le deuxième motif, c'était la violation des dispositions des articles 109, 108, 109 et 113 du Code électoral portant sur le dépouillement. Vous savez que la loi dit bien que le vote s'ouvre à 8 heures et se ferme à 18 heures. C'est à 18 heures qu'on fait le dépouillement. Exactement. On rend les résultats publics. Ce n'est pas pour rien, parce qu'il faut ici, j'ai un avocat, éminent avocat sur le plateau, quand il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Qu'est-ce qu'on veut éviter en prenant telle ou telle disposition? J'ai souvent pris l'exemple du football, j'ai pris ça, c'est vraiment devant le Conseil, pour dire que quand la FIFA organise par exemple les matchs, quand on arrive au match qualificatif, ils font jouer les matchs au même moment
Parce qu'il ne faut pas qu'un match se joue avant, parce que son résultat va influencer le comportement des acteurs de l'autre match. Donc, à 12h33, on a rendu les résultats publics à Champ, renvoyant que le RDPC a gagné à 97,83%. Ce qui, selon vous, aurait influencé sur le comportement? Ça a influencé exactement parce que c'est au niveau de Baham qu'on m'informe que est-ce qu'il faut encore aller voter alors que le RDPC venait d'être proclamé gagnant à 97%. Et nous avons, j'étais avec mon ami Hamza Mokhtar, qui était dans la voiture, nous avons repris le chemin de Champ, on est arrivé à Champ, on a constaté que c'est effectivement ça. Le consensus qu'on avait eu, c'est qu'on écrive, parce que monsieur le préfet avait décidé d'arrêter le processus, c'est-à-dire à ce niveau, le remplissage des PV, et nous avons donc convenu qu'au moment où on remplit le PV à 18h, qu'on y inscrive que le dépouillement et les résultats ont été rendus publics à 12h33. Et face à ces différents arguments, quelle a été la réaction du Conseil? Ça a été inscrit, bien madame, sur le PV, mentionné bien sur le PV que le dépouillement est fait à 12h33, sur le PV du bureau bureau B du lycée classique du Champ. Alors, l'attitude du Conseil et du RDPC et du Conseil de l'ECAM, c'était de nous dire, de démontrer que la proclamation du résultat à 12h33 a influencer négativement le vote des autres électeurs en faveur du RDPC ou au détriment de l'UDC. Et nous leur avons dit, eux aussi, de nous prouver que ça n'a pas influencé. Vous comprenez? Donc, le troisième motif, parce qu'il faut faire cas ici pour qu'on comprenne. Je pense que le président du Conseil doit prendre conscience qu'il vient de créer là une jurisprudence de fait. Puisque nous aurons d'autres élections à venir, les élections municipales et présidentielles. Si le dernier électeur arrive dans un bureau à 14h, le président de ce bureau peut rendre donc le résultat à 14h public pour dire que chez moi, tel parti a gagné. Et c'est ce qui pourra se passer lors des élections municipales. Parce qu'il faut qu'on tire les conséquences de la décision qui vient d'être rendue par le Conseil en n'acceptant pas au moins la véracité de ces chefs d'accusation en dépit de la preuve inscrite même sur le bulletin, le PV de ce bureau de vote. Le troisième et dernier motif, c'était la violation des dispositions des articles 100 et 104 du Code électoral portant sur le secret de vote. Tout le monde est conscient de ce qui s'est passé. Parce que lorsque le comité central est informé qu'il peut y avoir risque que les grands électeurs ne votent pas en faveur du RDPC, parce que je dois le souligner ici, il y a eu des mécontentements par rapport au positionnement des uns et des autres, aux candidatures rejetées arbitrairement au comité central. On a donc décidé, non pas de donner les consignes de vote, mais de contrôler le vote des grands électeurs. De leur exiger même de rentrer avec le bulletin des adversaires pour prouver qu'on n'a pas voté. Et là également, il y a le mode de transport qui est rentré en jeu. Qui est rentré en jeu. On les transporte, on les amène dans le bureau de vote et ils votent, ils sortent, ils remettent le bulletin et on leur donne encore de l'argent en sus de 50 000 francs qui étaient prévus par l'État du Cameroun. Nous avons donc accusé ici la violation du secret de vote et la corruption en matière électorale. Le Conseil nous a opposé l'argument de la preuve, et pour eux, la preuve, c'est le constat d'huissier. Et vous savez pertinemment que l'un des combats de l'opposition, c'est d'enlever les dispositions de l'article 67 du Code électoral qui dit, le vote étant le jour férié, le constat par un huissier est soumis à l'obtention préalable d'une ordonnance du tribunal. Laquelle ordonnance on n'a jamais pu obtenir. Nous avons dit, je dois terminer par là, que comme en 2013, ça avait dit qu'on pouvait poser un acte qui peut faire aussi jurisprudence dans le système électoral, une jurisprudence positive. En 2013, lorsque nous avons constaté qu'on avait fait la même chose, j'avais interpellé le président de l'ECAM pour lui dire qu'au moment où on dépouille, lorsqu'on observe le contenu de l'urne qu'il contient, les bulletins votés, qu'on dépouille également le sac poubelle pour voir si son contenu contient les bulletins non votés. Oui. Ils ont dit que la loi n'a pas permis. Et pourtant, en d'autres sessions, on a dit que ce qui n'est pas permis en droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Pourquoi ne pas le faire pour montrer que ce que nous disons est faux? Très bien, Adamou Koupit. On reviendra à vous pour rentrer un peu plus en profondeur dans ce que vous êtes en train de développer. On mentionne également qu'au cours de ces sénatoriales 2018, le MRC l'avait d'ailleurs annoncé, il ne serait pas candidat à ces élections. On peut dire que votre parti politique, Maître Sikati, avait vu venir le mal de loin. Alors dites-nous, quelle est l'appréciation que vous faites des résultats de ces sénatoriales? Mais madame, j'ai envie de vous dire que quand vous dites que notre parti avait vu le mal venir de loin,
J'ai l'impression que vous voulez assimiler notre posture à un acte de lâcheté. C'est pas qu'on a vu, on n'a pas vu le mal venir de loin. Je pense que lorsque vous regardez la dénomination de notre pays, le Cameroun, c'est une république du Cameroun. L'un des facteurs fondamentaux qui sous-tend une république, c'est le principe de la légalité. Ça veut dire que les dirigeants de notre pays ont l'obligation de respecter les lois qui ont été votées. Exactement. Quand je parle de respecter les lois qui ont été votées, ça veut encore dire que nous avons un code électoral qui prévoit que le collège électoral pour les élections sénatoriales est composé des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Je voudrais encore comprendre qu'en 2013, peut-être le RDPC aurait pu trouver une pichenette pour dire qu'il n'y avait pas eu le temps d'organiser les élections régionales, auquel cas il n'y avait pas de conseillers régionaux. Mais nous sommes passés de 2013 à 2015 où il y avait tout le temps de mettre sur pied les conseils régionaux ou bien les régions. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on soit dans un pays où on a des lois dont on est tenu de respecter et qu'un parti politique, parce qu'il est le parti majoritaire, du moins pour le contrôle des différentes institutions, que ce parti-là décide d'organiser les élections en s'assurant à l'avance qu'il va gagner. Parce qu'en fait, lorsque les élections sénatoriales sont organisées dans un contexte où on sait très bien qu'il y a un seul élément du collège électoral qui existe, je veux parler des conseillers municipaux, mais ça va de soi. Le RDPC sait très bien que sur environ 10 000 conseillers municipaux qui est au Cameroun, le RDPC à lui seul en avait plus de 8 000. Donc, ça va de soi que le RDPC sait qu'en organisant une élection sénatoriale avec un corps électoral, un collège électoral composé des conseillers municipaux, bien entendu, le RDPC va gagner. Donc, nous avons décidé de ne pas participer à cette élection, de ne pas présenter des listes, tout simplement parce qu'en fait, en politique aussi, on a le devoir de protester. Devant tout ce qui est illégal, on a le devoir de protester. Si tous les partis politiques, malgré cette illégalité-là, décident de participer à l'élection, je pense que ces partis politiques se portent caution d'une véritable imposture et à la fin de l'élection, ce ne sera pas le lieu de dire non, l'élection était illégale. Je pense que si nous sommes dans une véritable république, il va falloir qu'il y ait un minimum de consensus sur les principes élémentaires d'organisation des élections. Ça veut dire tout simplement qu'il faut respecter la loi. La loi qui organise le code électoral, mais ce n'est pas le MRC qui l'a voté. Il s'agit d'un code électoral qui avait été voté au sein d'une Assemblée nationale composée en majorité des parlementaires du RDPC. Comment pouvez-vous expliquer le fait que le RDPC fait voter une loi et décide encore librement du moment où il peut l'appliquer ou il ne peut pas l'appliquer? Moi, je pense qu'il y a un véritable problème de respect de la légalité. Et ce problème, les partis politiques ont le devoir de dénoncer. Mais les partis politiques dénoncent justement cela depuis des années. Le SIF l'a dénoncé. Et d'ailleurs, dans ses propos introductifs, le maire nous faisait comprendre que le SIF avait même décidé de boycotter des législatives. Et on a vu ce que ça a coûté au parti. On boycottait avec le 1er mars 2000. Non, mais moi Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver une autre solution, comme une alliance par exemple, faire des alliances avec les autres partis politiques de l'opposition pour essayer d'avoir le maximum de sièges possibles? J'ai l'impression que la question que vous posez, vous ne prenez pas en compte le collège électoral qui est uniquement composé à 99% des conseillers municipaux du RDPC. Donc, je ne vois pas bien ce que la coalition des partis politiques de l'opposition aurait pu apporter en termes électoraux. Combien le MRC a-t-il de conseillers municipaux? Nous avons 15 conseillers municipaux ici à Douala, par exemple. Voilà, donc je dis, le problème n'est pas de savoir si nous étions sûrs de gagner. Oui. Même quand on est sûr de perdre, parce qu'à la base, on n'a pas le nombre d'électeurs suffisants pour faire gagner une élection, je pense que le principe élémentaire, c'est de respecter la loi. Vous savez très bien qu'avec la configuration actuelle, il n'est pas possible pour un parti d'opposition de gagner. Et je suis sûr que d'ailleurs que le représentant du SDF qui est sur le terrain savait très bien qu'aller à une élection ou sur un collège électoral composé d'environ 10 000 conseillers municipaux, vous avez le RDPC qui en a près de 8 000, il savait très bien que bon, la possibilité de gagner est pratiquement illusoire. Mais je dis, si nous avions les conseillers régionaux avaient été mis sur pied. Vous savez très bien que les conseillers régionaux sont mis sur pied par les conseillers municipaux et les représentants de l'autorité traditionnelle. Et le RDPC sait que en mettant sur pied ces conseillers régionaux-là, ils ne sont pas toujours sûrs de compter sur la connivence permanente des chefs traditionnels. Exactement. Donc, raison pour laquelle ils peuvent
se permettre d'aller à une élection avec, je dis bien, un collège électoral qu'ils ont choisi, taillé à leur mesure. Vous voyez donc, et puis même, je pourrais pousser le débat plus loin, en me posant la question de savoir quelle est d'ailleurs la pertinence même de l'existence du Sénat dans un pays qui, sur le plan de la construction de ses infrastructures, est totalement dépendant des financements étrangers. Je me pose la question, le budget du Sénat de l'année 2007 était de 15 milliards 200 millions. Or, le Sénat aujourd'hui tel qu'il se présente n'est pas une institution de progrès législatif au Cameroun. En fait, il est dans la même configuration que le RDPC. Lorsque vous regardez bien comment les sénateurs sont investis dans le RDPC, comment les autres sénateurs sont désignés, parce que le président naturellement désigne 30 sénateurs, mais vous comprenez qu'en fait, le Sénat est devenu une institution de propagande politique. Une institution de clientélisme politique au service du RDPC, parce qu'il est question d'utiliser cette institution-là pour récompenser certaines personnes sur qui on peut compter. En 2013, il y avait 23 sénateurs RDPC qui avaient été nommés. Cela pourrait aller dans le sens... Mais c'est exactement ce que je dis, il y en avait 23 sur 30. Et en même temps, au niveau de du Sénat, le RDPC avait gagné, je pense qu'ils étaient le SDF avait 14 sénateurs. Exactement. Le RDPC avait le reste. Donc je dis, c'est aujourd'hui une institution dont on se sert pour récompenser certains amis sur qui on peut compter pour les élections à venir. Vous voyez très bien que les représentants des différentes localités sont dans toutes les listes du RDPC, parce que c'est de ça qu'il s'agit, démarcher les gens. Mais moi, j'estime qu'aujourd'hui, dans une république qui se veut respectueuse des principes élémentaires, par exemple en matière de bonne gouvernance, je pense que le Cameroun doit se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui, alors qu'on passe le temps à dépendre de l'étranger pour nos financements, d'avoir un parlement bicaméral? Est-ce qu'un pays comme le Sénégal, qui renonce aujourd'hui à son Sénat, ce pays-là a un processus législatif qui est moins efficace que celui du Cameroun? Est-ce que toutes les lois, parce que jusqu'à maintenant, 99% des lois que nous appliquons aujourd'hui chez nous, c'est des lois qui ont été votées sous l'empire de l'Assemblée nationale. Est-ce que si nous étions restés sous l'empire de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça aurait changé par rapport à la production législative? Vous pensez qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'a pas de Sénat, a une production législative qui est de moindre valeur que celle du Cameroun? D'accord. Mais quand je regarde, je vais aller encore plus loin, parce que la question de la pertinence, introduit le Sénat. Oui, s'ils ont introduit, peut-être c'est récemment. Mais je dis la Côte d'Ivoire, par exemple, qu'ils introduisent peut-être le Sénégal est en train de renoncer. Et on voit très bien que, quand je vois par exemple la route qui relie Kribi à Ebolova, depuis des années, elle n'a jamais été bitumée. Vous voyez, cette route-là, bitumer cette route, ça vous fait à peine 150 milliards, ça vous fait à peine 15 milliards de francs CFA pour la bitumer. Mais chaque année, on dépense pratiquement plus de 16 milliards pour le fonctionnement du Sénat. Très bien, merci. Voilà, une institution budgétivore qui, à la fin, ne sert qu'à récompenser des amis. Moi, je pense qu'il est vraiment temps, il serait temps, du moins, avec le RDP, ce ne sera pas possible, mais avec l'avènement d'une autre république, il faudra repenser l'intérêt même de l'existence du Sénat. D'accord, je vous remercie. Et enfin, on va introduire pour sa première prise de parole Emmanuel Atangana. J'imagine qu'il veut, lui, justement, réagir au sujet de tout ce qu'il a entendu sur ce plateau, mais j'aimerais bien pouvoir vous orienter dans vos réactions ce matin, si vous le permettez. Est-ce que ces partis politiques de l'opposition sont condamnés à échouer du fait de ce qu'on appelle au sein du RDPC leur immaturité politique, ou alors il s'agit tout simplement des jeux troubles mis, du moins, de toutes les cartes dont possède le RDPC pour essayer de les déstabiliser à la base? Est-ce que c'est ça ou l'autre raison qui est à l'origine finalement de l'échec répétitif de ces partis politiques aux élections? Merci pour la question, mais je ne crois pas qu'il faut parler d'immaturité politique. Ces partis politiques existent depuis que le Cameroun est entré dans la modernité politique, dans les années 90, grâce à la volonté politique d'un homme, le président Paul Biya. Ces partis, leur manque, je crois, deux choses. La première chose, c'est le réalisme politique. La deuxième chose, c'est les stratégies pour vaincre le RDPC. Maintenant, pour réagir à ce que les membres des partis politiques viennent de dire, d'abord le SDF, je remarque qu'il y a des contradictions dans ce qu'a dit le maire du SDF de Douala, troisième. D'abord, il justifie le score du SDF par le fait que c'était une élection indirecte et que c'est la majorité des grands électeurs étaient du RDPC et qu'il fallait, pour que le SDF ait le même score à peu près,
que celui de 2013, qu'on organisa d'abord les élections des conseils municipaux. Je dois lui faire comprendre que même si on organisait d'abord les élections municipales, le RDPC, avec plus de 80% du collège électoral, allait toujours gagner les élections régionales et gagner par la suite les élections sénatoriales. C'est la même observation que je fais à Maître Sikati, qui lui-même reconnaît que avec sa majorité obèse dans les conseils municipaux, le RDPC allait toujours remporter cette sénatoriale. Je lui renvoie la même réplique en disant que si jamais on organisa d'abord l'élection des conseils municipaux, les conseils régionaux, pour avoir un collège... Pour respecter la loi d'abord, c'est ça. Pour respecter la loi, je suis d'accord avec vous. Même jusque-là, le RDPC, avec sa majorité obèse dans les conseils municipaux, allait toujours remporter ces élections sénatoriales. Non. Donc, on n'en est pas sûr. Moi, je voulais féliciter Maître Sikati parce que son parti a été quand même réaliste. Ils ont refusé d'aller à ces élections sénatoriales, non pas parce que le processus électoral est truqué, comme il le dit, mais parce qu'ils savaient que ils ne peuvent pas gagner une élection sénatoriale avec seulement 15 conseils municipaux. J'ai dit, on a dénoncé l'illégalité de l'élection. C'est pour ça que je suis en train de dire, maître, qu'il n'y a pas d'illégalité. Même si, maître, on organise aujourd'hui ou demain les élections des conseils régionaux, votre parti politique ne peut même pas gagner un seul siège. Non, mais vous êtes dans les supputations. Non, on parle de la légalité. Vous êtes dans les supputations. Parce que même les conseils régionaux seront en majorité du RDPC. Non. Mais je vous en prie, je vais devoir vous demander de me donner la parole. C'est moi qui ai encore la parole pour terminer par rapport à mon voisin de gauche, l'UDC. Alors là, ça, c'est du banditisme politique parce que l'UDC voulait gagner sur tapis vert. L'UDC, sachant qu'elle ne peut pas gagner une élection des sénateurs à travers les urnes, il fallait faire du banditisme politique en introduisant une requête au Conseil constitutionnel. Démontrer que les arguments que je viens de donner ici ne sont pas avérés. C'est tout simplement, il ne faut pas faire de supputation. Justement, j'en viens. Le premier motif, c'est le nom du 7e nom de la liste RDPC. Voilà. Le Conseil constitutionnel vous a débouté en vous disant que dans le cadre du contentieux préélectoral, cette affaire avait déjà... Je l'ai dit. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Vous vous êtes foutu de la décision. Pourquoi vous avez transféré le même problème sur le bulletin de vote si ce n'était pas pertinent que ces deux personnes différentes? C'est à cette question pour sur le deuxième motif, dit. Sur le deuxième motif, dépouillement avant l'heure légale. Oui. Nous sommes bien dans le cadre d'un scrutin indirect, c'est-à-dire qu'on connaît exactement le nombre de grands électeurs. Même tous les scrutins, on connaît le nombre. Il n'y a aucun scrutin, monsieur Emmanuel Atangana, qu'on ne connaisse pas le nombre d'électeurs dans chaque bureau de vote. Dans un scrutin indirect. Une fois que... Quelle est l'élection où on ne connaît pas le nombre de votants dans un bureau? Donnons un exemple, monsieur Amadou. Une fois que dans un bureau de vote... Le dernier votant a voté. Si c'est 10 conseillers municipaux qui doivent voter, et qu'on constate que les 10 ont déjà voté, la disposition ne dit pas l'heure de dépouillement. Pas possible. Non, la disposition légale parle de fermeture du bureau de vote. Mais le bureau de vote a été fermé à 18h. Monsieur Atana, lisez l'article 113. On dit bien qu'après la fermeture, on procède au dépouillement. Voulez-vous qu'on fasse le dépouillement sans... Non, il faut absolument dire que ce que je dis, madame, c'est que ça va faire cas, ça servira de précédent aux élections municipales. Il y aura des bureaux de vote où on va publier les résultats dès lors que le premier électeur est venu voter, même si c'est à 11h, et on verra ce que va se passer. Il faut agir conformément à la loi et non par rapport aux humeurs. D'accord. Démontrer que ça n'a pas influencé. On va revenir au maire de la troisième. Oui, allez-y. Deux petites choses à la suite de
à la suite du représentant du RDPC, Non, M. je suis pas Emmanuel Atangana. représentant du RDPC. Non, mais moi, je constate quand même que vous donnez Le président l'impression... du RDPC, monsieur. De toute évidence, vous parlez comme un représentant du RDPC. Vous semblez même avoir beaucoup de plus de verbes que certains de leurs représentants attitrés. Et vous vous trompez. Et je dois dire, lorsqu'on parle de maturité politique et qu'on veut cataloguer les partis de l'opposition comme étant des entités qui ne sont pas réalistes, moi, j'ai envie de dire, on est là dans l'esbrouf. On est dans l'esbrouf parce que, logiquement, on doit commencer par se poser la question de savoir est-ce que tous les partis politiques sont logés à la même enseigne dans notre système. Si vous avez tous les partis politiques logés à la même enseigne et que le RDPC fait une razzia, à ce moment, vous pouvez dire, eh bien, le RDPC, c'est un parti qui est beaucoup plus structuré, qui est beaucoup plus réaliste. Mais si vous avez un parti politique qui confond et le matériel de l'État, le personnel de l'État, les financements de l'État, à ses fonds propres, à son matériel propre. Mais je pense qu'il y a un véritable problème. Donc, nous sommes devant un cas de figure où nous parlons du respect de la légalité. Vous avez un parti politique qui fait voter des lois à la majorité de ses propres représentants et ne peut même pas respecter ces lois. Voilà, non, parce que dans votre propos, vous avez semblé dénaturer ce que j'ai dit. J'ai pas dit que nous avons refusé de présenter des listes à l'élection sénatoriale. Et puis, quand vous parlez de loi des nombres, moi, je pense que vous rentrez même dans la divination. Vous nous faites croire que, bon, s'il y avait eu les élections des conseils régionaux avant les municipales, le RDPC va toujours gagner. Moi, je dis non. Et même s'il arrive que le RDPC gagne, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un environnement juridique électoral équitable pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est qu'on constate. Non, il n'est pas. Il n'est pas parce qu'en fait, vous respectez la loi électorale quand vous le voulez. Parce qu'entre 2013 et 2015, le RDPC qui impulse le processus électoral avait tout le temps d'organiser les élections, de mettre sur pied les conseils régionaux, de mettre sur pied les régions. Mais vous ne l'avez pas fait. Donc, il y a un problème de légalité. Maître Sikati. On reviendra à vous, Emmanuel Atangana. Vous allez à l'élection quand vous êtes sûr de gagner. Vous sortez justement de votre temps de parole. Je ne veux plus prendre la parole. Permettez que je réponde à Maître Sikati. Il vient de dire lui-même, il est prisonnier de ses propres contradictions. Il vient de condamner le Sénat en disant que c'est une institution budgétivore. Maintenant, il dit que on aurait pu organiser les élections des conseils. C'est pas la contradiction, vous ne suivez pas. Maître Sikati, c'est pas la contradiction. Si le gouvernement n'a pas encore organisé les élections des conseils régionaux, c'est pour des raisons justement financières. S'il le fait, vous serez aussi... Non, mais ce n'est pas pour des raisons financières. Oui, s'il le fait, vous serez aussi le premier à dire non, c'est des institutions budgétivores. Il faut... D'accord, cette précision a été faite des exemples du Cameroun pour instituer pour le moment. Je vous récupère la parole, Emmanuel Atangana, pour la remettre à Achille Azemba. Et préciser également que dans ces sénatoriales, il y a eu un recours du Social Democratic Front qui était porté par Clébert Valentine, un recours qui lui également a été rejeté à cause d'un problème sur la forme. Mais on s'est surtout aperçu que dans ce recours, il n'a pas été accompagné par l'ensemble des cadres de votre parti politique. Pourquoi? Est-ce que vous saviez d'avance que vous aurez été débouté par le Conseil constitutionnel ou alors c'est le personnage en lui-même qui ne méritait pas d'être accompagné? Avant de répondre à votre question, vous me permettez de revenir sur ce qu'ont dit les panélistes avant. Je voudrais commencer par M. Koupit pour lui dire que le SDF ne se considère pas comme un parti faible. Si eux, à l'UDC, ils pensent qu'ils jouent dans le camp des faibles, nous ne sommes pas un parti faible. Nous sommes un parti fort et nous aspirons à gouverner le Cameroun. Ok, je vous prends au mot, le parti fort gagne les élections. Vous étiez à la même élection que moi. Vous avez eu 0 voix. Je vous ai entendu en train de pleurnicher. Mais on a pu quand même battre le RDPC dans le nord-ouest. C'est quelque chose. Pour revenir à Maître Sikati, je vais lui dire, je suis conscient d'un certain nombre d'argumentaires qu'il a avancés en termes de leur pertinence. Mais nous n'allons pas croiser les bras et regarder les choses se passer. Il faut faire quelque chose bon ça. Il faut même participer pour démontrer que quelque chose ne va pas. Et vous avez suivi en modo vision. Je ne sais pas si M. Jean Atangana, le porte-parole du RDPC, il a contesté tout à l'heure, mais peut-être il parle au nom du RDPC sur ce plateau. Il a dit en modo vision qu'en allant aux élections, on connaissait déjà quels étaient les résultats. C'est extrêmement grave. Quel est ce pays où pour une élection, les résultats sont connus d'avance? Moi je dis, si la loi est votée par une majorité obèse, contrôlée par le RDPC, Maître l'a dit, le minimum serait de respecter ces lois-là. Pour revenir maintenant au recours introduit, c'est également une façon de démontrer que notre justice a un problème. Prenons les élections municipales et législatives. Quel que soit le recours introduit par un autre parti que le RDPC, régulièrement,
La chanson, vous la connaissez, rejetée pour un problème de forme, on n'entre même pas dans le fond. Je vais plus loin. Ça a été le même cas avec notre recours introduit. Prenez le cas du recours qui a été introduit par le parti UNDP et retiré. Dans un autre parti sérieux, les instances requises se seront saisies du dossier. On parle d'un candidat qui a un acte de naissance faux. Pour peu que le parti qui a introduit le recours décide de désister, plus personne ne s'intéresse. C'est suffisamment grave qu'un sénateur, cette dame a été élue, elle va siéger au Sénat du Cameroun, qui passe pour être une république. Moi, j'ai envie de pleurer pour mon pays. Au lieu que les partis politiques comme l'UDC posent les problèmes importants sur la table, ils font dans la gesticulation, le ridicule. J'aurais dit que le LDR est le premier parti parmi les faibles. Ça n'est pas le débat. Qu'on organise les élections transparentes en commençant par toiletter le code électoral. Je dis, nous avons participé pour démontrer qu'il y a un certain nombre d'incongruités. Heureusement, lui, et vous avez pu gagner une région qui et nous avons pu gagner une région. Il n'y a que M. Koupit qui puisse nous dire que quelqu'un qui a 7 sur 70, par rapport à quelqu'un, un parti politique qui a 0 sur 70, les deux ont fait une même performance. Je dis 0 n'est pas égal à 1. Et de grâce que cette opposition, et là je rejoins Maître, s'occupe des questions essentielles. Comment pouvons-nous faire pour améliorer notre code électoral? Le RDPC, le parti RDPC, s'il était autant sûr que M. Jean Atangana le prétend, Monsieur Atangana le prétend, nous avons vu, j'étais électeur, j'ai vu comment on encadrait les conseillers municipaux du RDPC comme du bétail pour aller voter. C'est pour dire, non, c'est pas normal. Un conseiller municipal, c'est quelqu'un de respectable qui représente une partie de la population dans son arrondissement. Le clochardisait comme ça pour le voter parce qu'on a peur qu'il peut s'exprimer. Objectivement, je trouve que là, il y a un problème. Mais cela pourrait aussi montrer l'immaturité des électeurs. Nous avons eu des retours, par exemple, dans une localité comme Yabassi, des conseillers municipaux étaient escortés par des gendarmes. C'est suffisamment grave, vous pouvez vérifier, vous êtes journaliste. Moi, je dis, pour un parti qui est autant sûr de lui, se comporter comme ça et apérir dans la demeure. Et plus que jamais, nous pensons que 2018, l'élection présidentielle, quelque chose va se passer. Alors, Adamo Koupit, dites-nous maintenant qu'on n'attend plus que la nomination des 30 autres sénateurs par le président de la République, quel pourrait être le schéma qui pourrait se dessiner à nous dans les jours prochains? Oui, merci. Je vais, comme tous les autres, revenir sur les paroles des autres panélistes. D'abord, à Maître Sikati pour dire que le débat sur la légitimité de l'acte présidentiel convoquant le corps électoral est clos. C'est un débat qui a démontré que ça n'avait aucune pertinence parce que la Constitution, ni le code électoral n'invalide l'acte du président. La Constitution dit bel et bien que, en attendant la mise sur pied des institutions prévues par la loi, celles qui existent peuvent normalement continuer et il n'y a nulle part, ni dans la Constitution ou dans le Code électoral, où on impose au président d'avoir d'abord le Conseil constitutionnel avant de passer au scrutin. Donc, et il faut qu'on comprenne qu'en politique, l'absence à une compétition électorale est un tort. Nous avons vécu l'expérience en 92 et nous pensons qu'il faudrait que les autres s'en inspirent pour ne pas tomber dans le même piège que nous. Il faut y aller parce qu'on ne va pas à une élection seulement pour escompter gagner le siège. On gagne toujours en participant à une compétition parce qu'on y tire d'expérience et on observe des choses qui se passent pour vraiment mieux se préparer. Maintenant, s'agissant du maire Azemba, vraiment, c'est ridicule de constater que vous prenez des airs de plaisanterie à ce niveau des enjeux politiques de notre pays. Quand je dis cela, ce n'est pas anodin. Parce que vous voyez le comportement des acteurs politiques de 92, de 2004. Vous pouvez comprendre qu'il y a comme si quelqu'un se plaisait à être deuxième dans la classe politique. À être premier, à renouer le trophée d'être le premier de la classe de ceux qui ont échoué. Quand vous avez échoué, vous êtes faible, monsieur. Parce qu'on va à une élection pour gagner 7 sièges, ce n'est pas la majorité pour pouvoir influencer les décisions au Sénat. Ça ne vous suffit même pas pour faire le parlementaire. Donc, vous ne pouvez pas vous en plaire parce que vous vous comparez aux faibles au lieu de vous comparer aux forts. Donc, je dis tout simplement que nous, quand on est là, on pense qu'on doit pouvoir taire les égos, surdimensionnés d'ailleurs, pour pouvoir prendre conscience des enjeux et travailler pour gagner, pour que le système change.
et non chercher tout simplement à être le premier de la case de D'accord, sécurité. puisqu'on parle de Maintenant, partis politiques s'agissant de l'opposition, Adamo Koutpit, on sait notamment que le SDF, avec 7 sièges, ne pourra pas constituer de groupe parlementaire. Oui. Vous l'avez dit d'ailleurs, il en faut au moins 10. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que le président de la République va jouer à ce jeu et nommer les 3 manquants pour qu'il y ait au moins une certaine coloration différente au niveau du Sénat? Madame, je ne serais pas surpris qu'il en soit ainsi, parce que le président a toujours l'habitude d'aider le SDF. Et que ça soit lui, il a été nommé, hein. pour l'avoir. Lui, il est Donc, secrétaire je veux dire que vous avez demandé la tournure de nomination des 30 sénateurs. C'est prévu par la Constitution et le Code électoral. Lisez l'article 20 de la Constitution ou l'article 214 du Code électoral. Ça prévoit la démarche du président. Seulement ce que je voudrais dire ici, parce que toute nomination dépend du pouvoir discrétionnaire de celui qui nomme. La seule contrainte, c'est que le président ne peut pas nommer plus de 3 personnalités par région. Il doit nommer 30 à raison de 3 par région. Ce que je voudrais dire ici et sur ce plateau, le maire rappelle ici que j'étais sénateur nommé par le président. J'étais nommé sénateur suppléant. À l'époque, j'avais renoncé en donnant les motifs. Je voudrais rappeler ici, parce que ça doit servir également pour la suite des actes que le président... à ce moment-là, on est d'équipe. Il y a que, lorsque vous lisez le code électoral, en son article 214, ça vous dit bien que le Sénat est constitué de 100 sénateurs, 70 sont élus au suffrage indirect, et chaque parti soumet une liste par région de 7 candidats titulaires et 7 candidats suppléants. En cas de démission ou de nomination d'un sénateur élu à une fonction incompatible, son suppléant le remplace. L'autre article va vous dire que le chef de l'État nomme 30 sénateurs pour compléter les 70 élus. On ne dit nullement, ni dans la Constitution, ni dans le Code électoral, qu'à ces 30 titulaires, il faudra nommer 30 suppléants. D'autant plus que on vous dit qu'en cas de nomination ou de démission d'un sénateur nommé, le président nomme son remplaçant. S'il était dit que le président nomme les sénateurs suppléants, on devrait également dire qu'en cas de démission ou de promotion d'un sénateur nommé à une fonction incompatible, le chef de l'État, son suppléant le remplace. On ne le dit nulle part. Ça voudrait dire que le rôle du sénateur voilà, ça voudrait dire que le rôle des sénateurs suppléants nommés n'existe pas. Et le président ne devrait donc pas signer. Moi, je pense que dans une république, l'acte présidentiel est l'acte le plus sacré. Que lorsqu'un citoyen là, ça ne doit pas lui conférer une fonction à contenu vide. Il faut que le président, quand on dit vous avez un décret présidentiel, ça doit vous donner une charge précise sur laquelle on peut vous évaluer. Mais si c'est que vous êtes sénateur suppléant, et puis même si le titulaire démissionne ou qu'on l'a nommé, vous n'êtes pas sûr que c'est vous qui devez le remplacer, puisque la loi dit que le président nomme son remplaçant. Si c'est lui qui devait remplacer, on n'allait plus dire que le président nomme son titulaire, son suppléant comme son remplaçant. Sinon, ça serait une double nomination. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ce niveau. Je l'avais dit en 2013, les experts du RDPC nous ont dit que ce n'est nulle part interdit, mais il faut qu'on réfléchisse. Si ce n'est pas interdit, si on le fait pourquoi? D'accord, je vous remercie. Mais madame, je vous en prie. Oui, justement, on arrive à vous remettre aussi. Bon, en fait, avant que vous me posiez la question que vous souhaitiez me poser, je pense quand j'écoute M. Koupit, j'ai l'impression qu'il est en train de donner une certaine prime à l'illégalité au régime RDPC. Parce que quand vous me dites que le président de la République respecte la Constitution quand il décide d'organiser les élections sénatoriales dans le contexte actuel, parce que la Constitution a prévu qu'en attendant la mise sur pied des institutions définitives, les institutions transitoires continuent à s'appliquer. Et qu'en même temps, vous savez très bien qu'en fait, la loi qui organise la décentralisation est date de 96, c'est-à-dire on est à plus de 20 ans. Oui. Vous voulez me faire croire que 22 ans exactement. En 22 ans, le président de la République n'a pas pu trouver les moyens ou bien les instruments nécessaires pour mettre sur pied les conseils régionaux. Donc je dis, vous êtes en train d'encourager en tant qu'homme politique de l'opposition. Je pense que vous faites plus de mal à l'opposition. Non. Parce qu'en fait, vous donnez l'impression, cette élection-là, mais qu'est-ce que je voudrais... c'est faux. Mais s'il vous plaît, vous allez me laisser finir ce que je vais dire. Je dis, vous donnez une véritable prime à l'illégalité aux partis au pouvoir. Lorsqu'un parti politique ne participe à une élection, qu'on ne nous fasse pas croire que, bon, il faut participer pour apprendre. Mais lui-même, il a pris des exemples. Il a dit hier, des partis politiques avaient boycotté, ça n'a rien changé. Aujourd'hui, nous décidons de ne pas y aller. Vous comprenez? C'est pas pour que forcément ça change à l'instant T. Mais il faut bien qu'on fasse comprendre à la communauté nationale, à ce régime, que nous sommes dans un contexte de confiscation du jeu politique par un parti politique. Il faut bien qu'un de ces jours, qu'on accepte qu'il doit avoir un consensus
politique entre les acteurs politiques. Et vous savez très bien que certaines revendications de l'opposition ont souvent trouvé des solutions. Pas parce que l'opposition avait accepté de participer au processus électoral, mais tout simplement parce qu'à un certain moment, même le code électoral de 2012, mais il arrive comment? Le code électoral arrive parce qu'il y a eu des protestations récurrentes des partis politiques de l'opposition. À cette époque, c'est vrai que le parti auquel j'appartiens n'existait pas, mais je dois quand même louer tous les partis politiques, voilà, qui s'étaient pliés en cadre pour faire en sorte qu'il y ait cette évolution législative. Donc, ne donnons pas l'impression qu'en participant, on est en train d'apprendre. Vous n'apprenez rien du tout parce que, en réalité, vous contribuez à un processus qui sera cyclique. Il va se multiplier comme ça. Parce que vous ne donnez pas l'impression à ces régimes autocrates de pouvoir contester en permanence, de dire non, on veut un contexte électoral équitable pour tous. Et je dis et je répète, nous avons participé aux élections en 2013, alors que le parti politique n'avait même pas un an d'âge. Donc, qu'on ne nous donne pas l'impression que nous ne sommes pas allés à l'élection parce que nous avions peur des résultats. Bon, voilà, chaque fois que les élections vont se dérouler dans un contexte légal à peu près appréciable, soyez-en sûrs, le MRC va y participer. Mais pour le moment, nous disons que les élections sénatoriales, ces élections sont totalement illégales. Je suis allé plus loin parce qu'il a donné l'impression que je me suis contredit quand je me suis posé la question sur la pertinence même de l'existence du Sénat. Moi, j'allais beaucoup plus loin. Au-delà du débat qu'on est en train de faire aujourd'hui sur la légalité des élections sénatoriales, moi, je m'interroge si un pays qui est dans une situation économique aussi catastrophique que celle du Cameroun peut se permettre de faire des dépenses somptuaires de budget pour un Sénat, alors que aujourd'hui, on peut faire une bonne production législative avec un parlement monocaméral. C'est tout ce que je dis. Et j'ai dit, pour finir, que quand je vois la route Kribi et Bolova, on peut la construire en l'espace de 9 mois avec 15 milliards de francs CFA. J'ai fait des évaluations, j'en ai consulté des experts financiers, ils ont confirmé que de dépenser l'argent tous les jours comme ça pour rien du tout, parce que ce Sénat ne sert à rien sur le plan productif, sur le plan qualitatif. Il s'agit d'une institution qui vise à récompenser les camarades politiques des grands pontes du régime RDPC. D'accord. Après cette analyse, la question quand même, je vous la pose. On sait que le parti au pouvoir, le RDPC, a une série d'ententes avec certains partis politiques dits de l'opposition et que forcément ces partis politiques, comme vous l'avez d'ailleurs dit tout au long de vos analyses sur ce plateau, seront fortement récompensés lors des nominations des 30 autres sénateurs. La question que j'aimerais poser, c'est la réaction qu'aura le MRC s'il arrivait que le président de la République nomme un sénateur qui vient de chez vous. Mais déjà, la première chose que je veux dire, c'est que le MRC a déjà dit qu'il ne peut pas être dans une posture de connivence politique avec le régime RDPC. Si le président de la République nomme un représentant d'un parti politique quelconque, quand je dis parti politique quelconque, ça veut dire que même le MRC peut être pris parmi ces partis politiques-là. Et que ce représentant de parti politique accepte la nomination, forcément, ça veut dire que le parti est dans une stratégie d'alliance politique avec le RDPC. Nous ne sommes pas dans une stratégie d'alliance politique, nous sommes dans une stratégie de rupture. Il pourra avoir une alliance politique au cas où le RDPC décide. Quand je parle d'alliance politique, ce n'est pas en termes de nomination. Quand je parle d'alliance politique, ça veut dire qu'on pourrait être d'accord avec le RDPC sur le consensus concernant des instruments tels que le code électoral. C'est-à-dire, les partis politiques s'asseyent ensemble, décident d'adopter les principes élémentaires qui doivent exister dans un véritable système démocratique pour des élections justes et transparentes, équitables. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je puis vous dire que si jamais il y avait une nomination, nous ne sommes d'ailleurs pas dans une discussion ou un quelconque deal. Nous n'attendons pas de nomination. Je voudrais vous rappeler que notre président, d'ailleurs, il fut ministre du RDPC. Voilà, il fut ministre du régime RDPC, je veux dire, pas du RDPC. Donc, si c'était une question de nomination ou bien de plaisir à avoir des postes politiques qui nous intéressaient, ben, je pense qu'on ferait comme certains partis politiques. Moi, j'en connais des pseudo-leaders de certains partis d'opposition qui, au lendemain des élections présidentielles de 2011, étaient à Yaoundé pour commander un poste ministériel. Mais nous, on ne fera pas ça, soyez-en sûrs, madame. D'accord, la réponse sera non, merci, on a très bien écouté. Et c'est à vous que je fais l'honneur d'avoir la question de fin, Emmanuel Atongana. Quelle est la suite logique après cette publication de résultats par le Conseil constitutionnel? Quand est-ce que le président de la République rendra finalement publique la liste des 30 sénateurs nommés et quand pourra intervenir la première session de plein droit? Les dispositions légales en la matière sont claires, pertinentes et précises. Le président de la République a 10 jours après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel pour nommer les 30 sénateurs et les 30 suppléants, contrairement à ce que dit mon ami Amadou tout à l'heure. Les 10 jours expirent le lundi
en 8, c'est-à-dire le lundi dans une semaine, pas le lundi de demain. Après quoi, on va assister à la session de plein droit, c'est-à-dire la session d'ouverture de la mandature, au cours de laquelle les sénateurs vont élire le bureau du Sénat, dont un président et tous les autres membres du bureau. Et cette session de plein droit sera présidée par les doyens d'âge de la Chambre haute du Parlement camerounais. Et on rajoute à votre suite que cette session de plein droit intervient justement 3 mardis après la proclamation. Ça sera certainement le 24 avril. Vous avez déjà fait les comptes dans votre tête et ça tombe bien. Vous êtes un journaliste averti. Mes amis du MRC ne font pas. Vous n'en savez rien. De toute façon, on passe au deuxième sujet. Les amis du MRC, comme vous dites qu'il est du RDPC, ça c'est très bien. On passe au deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour et cette fois on parle de la crise anglophone avec la vraie fausse libération de touristes. On se souvient que mercredi dernier, le ministre de la Communication, Issa Teroma Bakari, a fait une sortie au cours de laquelle il annonçait la libération par les soldats camerounais des otages étrangers, parmi lesquels 7 Italiens et 5 d'une autre nationalité. Il y avait également dans cet ensemble d'otages 5 conseillers municipaux. Et tout de suite, sa communication a fait le tour non seulement des rédactions, mais également des quotidiens. Et on reste avec vous, Emmanuel Tangana, vous êtes journaliste, vous avez reçu ce communiqué certainement sous pli fermé à votre rédaction. Quel était l'objectif de cette communication du ministre? L'objectif était simple, c'était d'annoncer à l'opinion publique nationale et internationale que, au cours d'une opération spéciale des forces de défense camerounaises, 12 otages européens ont été libérés et 7 conseillers municipaux qui ont été tous enlevés par une bande de terroristes dans la région du sud-ouest. Le communiqué visait également à féliciter le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, adressé au nom du chef de l'État, qui est chef des armées, les félicitations du haut commandement pour cet acte de bravoure des forces de défense camerounaises. Malheureusement, il se trouve que certains confrères dans la presse n'ont pas suffisamment relayé cette information. Plutôt, le communiqué que l'agence de tourisme a publié. African Adventure Group. Oui. Disant que les forces de défense camerounaises n'ont en rien participé à leur libération. Je dois préciser ici, pour que l'opinion publique nationale et internationale se fasse elle-même une religion précise par rapport à ce sujet, en posant 2 ou 3 questions. La première, c'est pourquoi ces otages occidentaux ont-ils accepté de se faire prendre en photo sur le lieu de l'incident, sur le lieu de leur libération? Deuxième question, pourquoi ces otages occidentaux ont-ils accepté de se faire escorter par ces forces de défense spéciales camerounaises jusqu'à Yaoundé? Troisième question, pourquoi ils ont accepté leur remise aux autorités diplomatiques de leur pays respectifs, c'est-à-dire la Suisse et l'Italie, au cours d'une cérémonie officielle présidée par le ministre des Relations extérieures, parce que là, il s'agissait déjà d'un problème diplomatique multilatéral entre le Cameroun, bilatéral entre le Cameroun, l'Italie et la Suisse. Je dois aussi préciser, pour terminer, que le communiqué qui a été publié par l'agent de tourisme, c'était un communiqué de marketing commercial, parce que cette agence a fait venir les 12 touristes au Cameroun sans respecter les formalités d'usage en la matière. C'est-à-dire, 1, informer la représentation diplomatique de leur pays, et 2, le ministère camerounais du tourisme. Et je dois également préciser que ces touristes avaient pour itinéraire le Nigeria, le Burkina Faso et le Tchad. Ils se sont retrouvés au Cameroun sans informer les forces spéciales. Plus précisément dans le coupé Manengouba. Oui, dans le communiqué, ils disent que les forces spéciales sont arrivées quelques instants après que les ravisseurs les auront libérés. Mais ils ne disent pas dans le communiqué que c'est quand les forces spéciales sont arrivées, il y a eu échange de coups de feu entre les ravisseurs et les officiers camerounais. D'ailleurs, un officier du BIR a été attaqué
On a tiré sur un capitaine du BIR qui commandait en quelque sorte cette opération D'accord. spéciale. Merci à vous, Emmanuel Atangana. Vous avez posé une série de questions tout à l'heure. On va tenter d'y répondre au cours de cette émission. Et cette fois, je suis avec vous, Maître Sikati. On ne comprend pas finalement cette affaire. On a d'un côté le ministre de la Communication qui assure qu'il y a effectivement une libération d'otages étrangers et de l'autre, une agence de tourisme qui dit non, qui donne les causes, les conditions dans lesquelles les touristes sont quittés du territoire camerounais. Et on a même plus loin les différents touristes mis en cause qui ont donné des séries de reportages à de différents magazines, à de différentes presses, même à la limite pour justement expliquer que quand l'armée arrivait, ils avaient déjà été libérés. Et puis même on nous saurait parler de libération selon ces touristes-là, puisqu'ils n'ont qu'été interceptés par ce groupe armé. Ils n'ont jamais été détenus. Alors, comment comprendre cette affaire? Est-ce qu'il s'agit de manipulation de l'international ou bien, une fois de plus, c'est le ministre de la Communication qui essaie de nous la faire, comme il a l'habitude? Ben, vous savez, madame, le régime a, au regard de l'évolution de la crise anglophone... C'est différentes sorties, si vous voulez. Au regard de l'évolution de la crise anglophone, je constate que le régime a décidé d'instrumentaliser cette crise à des fins politiques. Et ça se vérifie d'ailleurs par la fréquence des sorties du ministère de la Communication qui présente de temps en temps des comptes rendus de ce qui se passe sur le terrain. Je pense, lorsque des touristes viennent au Cameroun, lorsqu'on vous délivre un visa, le visa a une nature. Le visa, s'il est touristique, ça veut dire qu'au niveau de la représentation diplomatique du Cameroun à l'étranger, on sait très bien qu'il y a des touristes de tel pays qui viennent au Cameroun pour un objet bien précis. Donc, il n'est pas possible de dire que ces étrangers sont arrivés au Cameroun sans que les autorités camerounaises sachent exactement ce qu'ils venaient faire. Donc, on sait très bien qu'il y a des touristes qui arrivent. Deuxièmement, si les touristes sont venus sous la conduite d'un tour opérateur, en général, ce que les tour opérateurs font, ce sont des structures qui sont agréées par le ministère du Tourisme. Donc, ça veut dire que les tour opérateurs ne sont pas obligés dans chaque cas, d'aller déclarer qu'il y a telle personne qui vient. Vous voyez, tout simplement parce qu'en fait, à l'origine, quand ils demandent le visa, parce qu'ils interviennent aussi dans le processus de délivrance de visa, les autorités camerounaises en amont sont au courant de ceux qui viennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire. Donc, c'est pour dire tout simplement que M. Emmanuel Atangana n'a pas raison de dire que c'est des gens qui sont arrivés au Cameroun incognito, on ne savait pas ce qu'ils venaient faire. La deuxième chose, c'est, en général, chaque fois qu'il y a eu des enlèvements dans le cadre de cette crise anglophone, je pense qu'on a été informé de l'enlèvement. Regardez par exemple en ce qui concerne le sous-préfet de Batibo, on était au courant. En ce qui a concerné les deux ingénieurs tunisiens et camerounais, on était au courant longtemps à l'avance. Mais j'ai quand même trouvé assez bizarre que s'agissant du cas des touristes canadiens et suisses, eh bien que la seule information qui était mise à la disposition du public soit une information concernant leur libération. À aucun moment, personne n'a parlé. Moi, je lis la presse tous les jours. Mais j'avoue que si M. Emmanuel Atangana peut me montrer un seul journal qui a titré « Enlèvement de touristes au Cameroun », même les lanceurs d'alerte. Rien du tout, rien du tout. Aucune information sur l'enlèvement n'a été diffusée à l'avance. Tout ce qu'on a découvert dans le journal, c'est qu'un matin, on nous parle on présente une photo, les forces spéciales qui sont là agenouillées à côté d'un certain nombre de personnes, en majorité de race blanche. Mais je dis, bon, le RDPC est dans sa stratégie habituelle, c'est-à-dire l'instrumentalisation. Mais moi, j'ai un véritable souci. C'est-à-dire, quand je regarde l'évolution de cette crise, moi, je me pose la question de savoir à quand son épilogue. Et une épilogue qui soit intéressante pour tous les Camerounais. C'est-à-dire, on met fin à une crise de sorte que tous ceux qui étaient impliqués dès le départ, je veux dire les membres de la communauté anglophone qui se sentent aujourd'hui frustrés, eh bien qu'ils sentent à nouveau qu'ils sont contents d'être Camerounais. C'est ça qui m'intéresse. Mais je constate quand même que le régime ou bien du moins certains pans du régime pensent qu'à travers la crise anglophone, il est possible de bénéficier de quelques attributs sur le plan politique, on reviendra sur le plan politique. Je dis cette information. Moi, quel intérêt des touristes qui sont supposés avoir été enlevés? Ces touristes-là peuvent-ils avoir à dire on n'a jamais été enlevé? Mais si vous venez avec des forces spéciales, vous faites croire aux touristes que bon, vous êtes dans une région, permettez qu'il termine, une région insécurisée et qu'il est de votre intérêt d'être accompagné dans votre déploiement dans cette région par des forces spéciales.
et lesquelles forces spéciales, pour des raisons de souvenir, aimeraient bien faire des photos avec vous. Mais attendez, quel touriste refusera cela? Quand vous allez à l'étranger, lui-même, M. Emmanuel Atangana, je ne doute pas laisser l'instant que lorsqu'il voyage hors du Cameroun, il fait des photos de souvenirs, souvent avec des gens à l'étranger. Voilà donc aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que l'époque de l'information monolithique est terminée. C'est-à-dire l'époque où vous aviez eu un média public qu'on appelle la CATV aujourd'hui, qui diffusait seul et contrôlait toutes les informations. Cette époque-là, elle est terminée. Aujourd'hui, quand un média d'État diffuse une information, il y a des moyens, voilà, pour les autres médias de pouvoir vérifier la véracité de l'information. Il y a même des moyens qui permettent à des particuliers comme moi d'être informés sur la situation réelle sur le terrain sans forcément passer par les médias. Je veux parler des médias sociaux. Donc, exactement. Voilà, donc plus de force sur le terrain. Quand la polémique commence comme ça, je pense que moi personnellement, je suis tenté de croire qu'il n'y a jamais eu enlèvement, qu'il s'agit d'une récupération purement politique. Alors je me tourne vers vous, Adamo Koupit, pour dire justement qu'il y a un autre signal fort qui pourrait venir mettre en cause ici la sortie du ministre de la Communication, c'est la sortie de Shoayaba, qui est l'un des leaders de l'Ambazonian Defense Force, qui a bien précisé dans une interview qu'il a accordée à l'AFP qu'il n'avait jamais, il insiste bien sur le jamais, enlevé de personnes qui viennent de l'extérieur, encore moins lorsqu'il s'agit des Suisses ou des Canadiens. Alors, est-ce que tout était finalement bien ficelé pour qu'on aboutisse à cette polémique, surtout quand on sait que aujourd'hui, de nombreuses semaines après sa disparition, on est toujours sans nouvelles du sous-préfet de Batibo? Est-ce que vous pensez même d'ailleurs qu'il est encore en vie, ce sous-préfet? Justement, je pense que le RDPC, le gouvernement est tombé là dans son piège d'instrumentalisation. Parce que, imaginons que ce soit avéré qu'il y ait eu libération des otages. Comment comprendre qu'on n'ait plus de soucis, qu'on devient plus efficace à libérer les étrangers que de sortir une autorité qui représente le chef de l'État dans un coin et qui, aujourd'hui, est absent sans qu'on ne connaisse s'il est encore en vie? Pourquoi ne pas avoir la même performance pour libérer le sous-préfet de Batibo? Ça met donc le gouvernement dans la logique de voir peut-être que si c'était avéré, c'est qu'ils ont pour préoccupation de travailler pour plaire à l'extérieur et non pour satisfaire les désirata du peuple pour lequel ils sont supposés être là. Moi, je crois que la sortie de ce leader d'Ambazonie, qui réunit en plus de communication des otages eux-mêmes, démontre à suffisance qu'il n'y a pas eu prise d'otages et par conséquent qu'il n'y ait pas eu de libération. Le gouvernement gagnerait à opter à prendre cette posture que de persister sur la véracité de fait de prise d'otages et donc de libération. Parce que si c'était avéré, il démontrerait au peuple camerounais que quand il s'agit d'un étranger, sur la base de pression supposée de l'extérieur, on peut faire ce qu'on n'est pas prêt à faire à l'avantage des citoyens. Et le sous-préfet est le représentant du chef de l'État, ne serait-ce qu'à titre de symbole. Je ne vois pas en quoi on peut être plus prompt à se mobiliser pour des otages étrangers que pour quelqu'un qui représente le chef de l'État, qui est le numéro 1 de la République. Des otages étrangers qui sont plus nombreux, il faut le préciser. Qui sont plus nombreux et donc, par conséquent, difficilement récupérables. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y a eu, je ne sais pas si c'était avéré ou pas, un ultimatum lancé pour dire si dans les 48 heures, on ne dit pas si M. Ayoub Tabé était en vie, si le gouvernement ne donnait pas la preuve qu'il est en vie, on allait mettre fin à la vie du sous-préfet de Batibo. Mais dans les 48 heures, on n'a pas vu même une sortie du gouvernement simplement pour dénuder cette menace qui était lancée. Donc ça, je dis que M. Emmanuel Atangana gagnerait ici de reconnaître qu'il y a une mauvaise sortie du porte-parole du gouvernement, parce que cette communication est une mauvaise publicité renvoyée à l'endroit du peuple camerounais. Je crois qu'on gagnerait à démontrer que l'État du Cameroun a encore un minimum de morale publique. Le moral public, c'est quoi? C'est que lorsqu'une autorité sort et dit une chose, qu'on n'y trouve pas matière véritablement à récusation, comme nous venons de faire là. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est pris en otage. Justement, c'est pris en otage, et puis la personne même qui est supposée être prise en otage renie d'avoir été prise en otage. Très bien, je vous remercie, Adamo Koupit. Et vous, Achille Azemba, vous, par quel bout décidez-vous, en fin de compte, de prendre cette affaire, vous qui appartenez à un parti politique qui, il faut le dire, dès le début de cette crise anglophone, avait demandé à ce qu'il y ait un dialogue franc
pour éviter qu'on ne sombre dans la radicalisation totale et donc dans l'insécurité dans laquelle le Cameroun est plongé aujourd'hui. Par quel bout décidez-vous de prendre cette affaire? Non, nous restons fermes sur nos positions. Nous continuons à demander à ce qu'on prenne le dialogue parce que, voyez-vous, la situation est de plus en plus grave. Parce qu'au départ, vous vous rendez compte, les pontes du régime criaient sur tous les toits qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il y a un problème dans la zone anglophone. Mes prédécesseurs, en l'occurrence Maître Sikati et M. Koupit, pour une fois je suis d'accord avec lui sur sa sortie, là on dit un certain nombre de choses pertinentes. Et je voudrais saisir l'occasion que vous m'offrez déjà pour féliciter ces forces de défense, ces valeureux soldats qui défendent l'intégrité du Cameroun, ne serait-ce que dans le Grand Nord, où notre pays est attaqué par une nébuleuse. Et c'est extrêmement grave qu'un ministre, fût-il de la communication, un ministre de la République, se permette de jouer avec des gens qui perdent leur vie au quotidien pour défendre la nation camerounaise. Je pense que c'est une sortie de trop. Parce que nous avons l'habitude de comparer le Cameroun à d'autres pays. Je n'ai pas encore de mon existence, aussi modeste soit cette existence, vu un ministre de la communication faire autant de sorties, même dans les pays voisins. C'est suffisamment grave. Je ne sais pas si le Cameroun est une république à part ou une république bananière. Mais j'aime mon pays, j'ai envie, je me fais violence pour ne pas penser que ce soit une république bananière. Parce qu'un ministre de la communication ne peut pas faire autant de sorties à la rigueur, à la longue même. Une sortie qui irrite et frustre même ces populations des zones anglophones qui souffrent dans leur chair. De grâce, s'il y a encore un commandant dans le bateau Cameroun, à bord du vol Cameroun, de grâce que le président de la République prenne ce dossier de la zone anglophone à bras le corps, fasse même une descente dans ces zones. Ça commence par là. Parce que je suis en train de voir ce que je peux appeler l'agitation du nouveau ministre de l'administration territoriale. Peut-être il a envie de faire quelque chose, mais j'ai l'impression que le problème... Le même ministre qui avait dit qu'il n'y a pas de problème anglophone. J'ai l'impression que le problème a dû commencer par eux, parce que, quelque part, il n'y a que ces populations anglophones, à un moment ou à un autre, ont rejeté l'élite anglophone qui était supposée ne pas les représenter. Maintenant, aujourd'hui, qu'on envoie une de ces élites essayer de régler le problème, j'ai l'impression que c'est la mauvaise personne qui est envoyée en mission. De grâce, plus que jamais, un dialogue est très important, qu'on s'asseye, qu'on fasse asseoir tout le monde. Tous sont des Camerounais, le Cameroun appartient à tous ces Camerounais. Je ne vois pas un Camerounais qui ne souhaiterait pas qu'il y ait la paix dans son pays. La véritable paix, pas ce semblant de paix qu'on brandit comme si c'était un trophée de guerre, alors qu'au fond, il y a un certain nombre de difficultés. Qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on discute avec tout le monde, et vivement, qu'on ait les pistes. Il ne s'agit pas de réunir uniquement les chefs traditionnels. C'est facile d'organiser des réunions, mais quel est le contenu de ces réunions? Est-ce que ces réunions s'attaquent au problème précis, au problème fondamental? Il y a un mal-être qui est exprimé. Pourquoi ne discuterons-nous pas avec ces gens qu'on essaye de stigmatiser au quotidien, ou de deux choses l'une? Soit ceux qui nous gouvernent, les militants du RDPC, veulent laisser pourrir la situation pour arriver à je ne sais quel but, mais de grâce, que l'on s'asseye et qu'on essaye de discuter, se regarder dans les yeux, et que les gens acceptent que peut-être hier ils se sont trompés. Comme vous l'avez dit, ce ministre de l'administration territoriale hier disait haut et fort qu'il n'y avait pas de problème anglophone, qu'il n'y avait rien dans le nord-ouest, que tout se passait très bien. Mais de grâce, ça va bientôt durer 1 an et demi, que l'activité économique ne fonctionne pas là-bas. Et je pense que ces populations de cette zone-là n'ont pas fait du mal au Cameroun pour mériter cela. On pourrait vous prendre ici l'exemple du département de la Mémé, justement là-bas où les populations ont fini par quitter leur village. On a d'ailleurs assisté au cours de cette semaine à une rencontre entre le préfet de ce département et les chefs traditionnels de ces différents villages, rencontre au cours de laquelle il incitait ces chefs traditionnels à se mobiliser pour que tous les habitants qui s'étaient réfugiés, soit en Bro, soit dans les localités voisines, puissent revenir dans leur village pour permettre que l'activité économique dont vous êtes en train de parler justement puisse redémarrer. Nous sommes avec vous, Emmanuel Atangana. Vous aviez quelque chose à dire tout à l'heure avant que je vous pose ma question. Oui, je voulais dire que moi, je brode, vous m'avez présenté comme journaliste tout à l'heure, moi je brode sur le fil factuel, c'est-à-dire je m'en tiens aux faits. Je ne fais pas dans les incantations païennes ou bien
politicienne comme Maître Sikati et M. Amadou tout à l'heure. Je reviens en indiquant que le communiqué du tour opérateur qui est signé par M. Alfredo Ekman, qui est le directeur général de cette agence de tourisme, n'a pas respecté les modalités et les conditions de voyage de ces touristes. Un, M. Sikati qui dit la presse au quotidien, je vais vous faire cadeau de cet article de la Tribune de Genève, c'est-à-dire un journal paraissant à Genève en Suisse, qui indique que le chef des affaires du département des affaires étrangères de la Suisse a déconseillé les voyages dans certaines régions du Cameroun, notamment le sud-ouest et le nord-ouest, pour tous les ressortissants et touristes à partir de la Suisse. Ce monsieur n'a donc pas respecté cette prescription. C'est la raison pour laquelle il est allé contacter les journaux suisses. Pourquoi? Mais 34 questions restent sans vous avez dit déconseiller. Hein. Déconseiller et interdire, c'est deux choses différentes. Écoutez, pas la même chose. Hein. Maître Sikati, écoutez. On dit déconseiller. Si vous prenez le risque d'y aller, vous le faites à vos risques et périls. Déconseiller et interdire, c'est pas la même chose. Hein. Donc vous ne dites pas ce que j'ai dit, le contraire de ce que j'ai dit. Est-ce qu'on donnait les instructions aux agents de C'est des conseils qu'on donne. C'est un conseil. Là n'est même pas le débat. Et les populations Écoutez. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ils n'ont pas respecté les consignes. Conseil. Et deux, pour ne pas perdre sa clientèle, qui est essentiellement occidentale, il a fait donc cette sortie médiatique et pour indiquer justement que ses clients, c'est-à-dire ses touristes, n'avaient jamais été enlevés. Parce que si jamais il accepte qu'il y a eu prise d'otage, il va perdre toute sa clientèle. Mais qu'en est-il des touristes eux-mêmes qui ont Justement, j'ai posé donc des questions sans réponse sur ce plateau. Maître Sikati a passé le temps à faire des incantations païennes. On vous la pose cette question. Non, je ne suis pas païen. Si l'agence dément les touristes, eux n'étaient pas forcés à faire ces différentes. Justement, j'ai donc... Cho Ayaba lui-même non plus. Écoutez, je vais en venir sur M. Cho. Monsieur, ces touristes ne se sont jamais exprimés. C'est le président directeur général du Tour Opérateur qui s'exprime pour défendre son officine. Emmanuel Atangana, on a des articles sur la toile de ces journalistes, de ces touristes s'exprimant justement dans ces journées. On peut vous conseiller notamment de lire une parution de l'AFP qui est présente. Vous pouvez aller la frapper sur Google, vous la retrouverez. La seule personne qui s'est exprimée, c'est le patron de l'agent de tourisme. Les touristes également. Ils ne se sont jamais exprimés. J'ai les preuves, vous êtes journaliste comme moi. Ils ne se sont jamais exprimés. Je vous ai posé la question. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire au ministère des Affaires extérieures? Pourquoi on les a remis officiellement à leur ambassade. Pourquoi il n'y a pas ce même espoir au du sous-préfet? Maintenant, par rapport à la déclaration du chef des terroristes ambazoniens, nous sommes dans une communication de guerre. En plus, la communication de crise. Ce monsieur ne peut pas accepter que ce sont ces éléments qui ont enlevé parce qu'il a subi une défaite de la part des forces de défense camerounaises. Nous sommes en communication de guerre, de crise, Madame Kette. Il ne peut jamais accepter. Il gagnerait quoi? Il ne peut jamais accepter. Les étrangers justement, pour réclamer le soutien. Écoutez, nous sommes en communication de guerre et de crise. Si jamais il accepte, il va affaiblir son propre mouvement. C'est pour ça qu'il veut envoyer un message aux forces de défense des Camerounais pour dire que vous avez évolué sur un terrain conquis. Je n'y étais pas. C'est pour ça que vous pouvez vous vanter que vous avez réussi Emmanuel la Atangana, libération. permettez que je vous pose une question. Posez-la. Les différentes milices qui se battent dans le mouvement sécessionniste n'arrêtent pas de revendiquer le soutien, n'arrêtent pas de demander une aide extérieure. Comment quelqu'un qui revendique un soutien extérieur peut-il aller kidnapper des ressortissants de ces pays dont il demande finalement le soutien? Est-ce qu'il n'y a pas incompréhension à ce niveau? Qu'est-ce qu'il gagnerait à enlever des touristes étrangers? Je suis en train de vous dire que nous sommes dans une situation de communication, de crise et communication en temps de guerre. La guerre se gagne aussi surtout pour une guerre asymétrique comme celle-ci, même s'il était traditionnel ou classique,
la guerre moderne se gagne sur le terrain de la communication. Mais moi, je pense que la question que vous venez de poser là, c'est une question qui est d'une pertinence incroyable. Parce que, voyez-vous, les mouvements séparatistes ambazoniens ont engagé ce que sur le plan international, ce que je peux appeler une campagne de séduction. Parce qu'ils espèrent que c'est avec la pression internationale qu'à la fin, ils pourront avoir ce qu'ils appellent État ambazonien. Donc, ça peut sembler, et ça semble d'ailleurs, contradictoire que quelqu'un qui demande le soutien étranger se retrouve encore en train de prendre en otage des personnes originaires de ces pays étrangers-là. Je pense qu'elle dit c'est d'une pertinence et ça confirme exactement ce que nous pensions depuis le début. Nous ne sommes pas en train de remettre en cause le professionnalisme des forces de défense du Cameroun, loin s'en faut. Nous sommes en train de dire qu'il est malsain pour le régime d'utiliser en fait les forces de défense qui sont victimes, d'ailleurs comme il le dit, de ce conflit-là, d'utiliser leur prouesse à des fins politiques. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un militaire... Oui, mais c'est des fins politiques parce qu'en fait, les militaires ne font pas la politique, mais les politiciens du régime RDPC veulent utiliser les exploits des militaires pour s'attirer des avantages politiques. Et ça, c'est mal fait. Quels avantages? Je propose qu'on avance. Emmanuel Atangana. Nous sommes avec le maire du SDF. Le SDF vient de remporter une élection dans le Nord-Ouest. Quel est l'avantage que le régime RDPC tire? Je peux vous développer la liste des avantages. Le seul problème, c'est que bon, ça ne fait pas partie des thématiques des débats. Merci de le comprendre. Alors, on reste avec vous, Emmanuel Atangana, pour avancer justement dans ce débat. Il faut préciser qu'on a également assisté au cours de la semaine à la sortie à un communiqué du ministre de l'administration territoriale qui a justement interdit la vente et la circulation des armes à feu dans 6 régions du Cameroun. J'aimerais bien qu'on reste avec vous, pour que vous puissiez nous dire le but recherché par cette interdiction de vente d'armes à feu. Le communiqué du ministre de l'administration territoriale est clair, net et précis, vraiment et pertinent. Il évoque le fait qu'il n'y a pas de statistiques fiables sur les armes à feu qui sont en vente, en circulation au Cameroun, ni encore sur les munitions. Et vous savez que les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord également, et du nord, ces 2 régions avaient déjà aussi été frappées de cette interdiction, de fermeture de ces armureries. Donc, cette sortie est claire, c'est pour ne pas envenimer la situation dans les 2 régions, parce que les ambazoniens profitent pour acheter les armes dans ces régions-là et pour combattre les populations civiles et même dans les éléments de l'armée. Donc je crois que le ministre de l'administration territoriale est dans son bon droit en tant que garant de l'ordre public d'interdire la vente, la circulation de ces armes, surtout comme il a dit, le communiqué est précis, on n'a pas les statistiques fiables sur leur nombre. Même, il a évoqué aussi le fait que certains détenteurs de ces armes n'ont pas d'autorisation requise, délivrée par les préfets territorialement compétents. Donc je crois que c'est une mesure qui va... venir renforcer le niveau de sécurité. Oui, venir renforcer justement le niveau de sécurité dans les régions dans lesquelles cette interdiction a cours. D'accord. On ajoute à la suite d'Emmanuel Atangana, Maître Sikati, qu'il a également précisé que ceux qui avaient en leur possession des autorisations de port d'armes devraient à nouveau se faire identifier, tandis que pour ceux qui avaient des armes sans autorisation, il était question de les déposer sous 30 jours auprès d'une autorité territorialement compétente. Alors, vous êtes avocat et la question, on vous la pose parce qu'on n'a pas précisé vers quel type de difficulté couraient ces personnes. Que risque un individu qui détient une arme sans autorisation au Cameroun? Bon, ben, je vais répondre de façon assez simple. Lorsque vous êtes porteur d'une arme, vous devez en même temps, à moins d'appartenir à un corps de métier, où vous êtes habilité à utiliser des armes. Je vais parler de l'armée, de la police, de la gendarmerie, des services de la douane, des services de protection de la forêt, de la faune. Ben, vous devez avoir une autorisation pour les autres particuliers, vous devez avoir une autorisation de port d'armes. Mais si vous êtes surpris, porteur d'une arme sans autorisation, vous pouvez être poursuivi pour port illégal d'armes. Mais je pense que là n'est pas le problème, parce que lorsque je lis la décision de monsieur le ministre de l'administration territoriale, j'ai l'impression que d'après lui, les armes qui sont utilisées par les rebelles qui se réclament de l'État d'Ambazonie sont des armes qui sont issues des officines de vente d'armes.
au Cameroun, c'est-à-dire des structures agréées et reconnues par l'État. Non, l'expérience montre très bien qu'en matière de rébellion, en général, les armes qui sont utilisées, c'est les armes de contrebande. Encore que les armureries ne vendent pas les armes de guerre. Les armureries vendent en général les pistolets automatiques et les armes de chasse. Et vous verrez bien que les armes utilisées par les rebelles de l'Amazonie sont des armes de guerre. Ça veut dire les armes de guerre sont obtenues. Nous voyons très bien que avec la situation d'insécurité qui prévaut le long de 3 frontières que le Cameroun partage avec des pays étrangers tels que le Nigeria, d'autres pays tels que le Nigeria, la République centrafricaine et le Tchad, eh bien, cette porosité de frontières fait en sorte que les armes de guerre rentrent sur notre territoire très facilement. Voilà, donc, le ministre donnait l'impression que, en fermant les armureries, ou bien en demandant à tous ceux qui sont porteurs d'une arme de venir se faire déclarer, que ça va résorber le taux de possession des armes de guerre dans les régions anglophones en crise. Moi, je pense tout simplement qu'il est en train de se tromper. Voilà, il est en train de se tromper parce que malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire, on est toujours dans la politique de l'esbrouf. Vous voyez très bien que ce communiqué, je pense, au moment, avant d'être élu d'ailleurs, sur les médias publics, j'ai l'impression que ce communiqué, cette décision était déjà sur les réseaux sociaux. On prend aujourd'hui des décisions tout simplement pour faire du spectacle. Du véritable spectacle. Parce que je dis et je répète, moi je ne vois pas l'impact de l'interdiction du port des armes qui en temps normal sont délivrées à des personnes ou bien sont achetées par des personnes porteurs d'une autorisation de port d'armes. Je ne vois pas l'impact de cette décision-là sur les armes de guerre. Et je vous dis, et je répète que chaque fois, vous savez bien qu'il y a des moments où des militaires camerounais ont été assassinés par les rebelles amazoniens, leurs armes ont été apportées. C'est de ça qu'il s'agit. On assiste de temps en temps. Il y a des armes, il y a un véritable trafic d'armes illégales au sein, le long des frontières que le Cameroun partage avec tous ces pays qui connaissent aussi l'insécurité. D'accord, je vous remercie. Maître Zikati, non, plus du tout. La seule chose, je veux finir en disant que au sein du régime, il y a un certain nombre de jusqu'au-boutistes. Il y a des jusqu'au-boutistes politiques. Des jusqu'au-boutistes politiques qui pensent que la seule façon de régler cette crise, c'est de le faire par la voie militaire. Mais je voudrais quand même, si vous regardez bien l'histoire des conflits armés, vous verrez que tous les conflits armés entre les États et des rébellions qui sont nées au sein de ces États-là, tous ces conflits sont finis par des dialogues. Que ce soit le Niger, que ce soit même le Sénégal, que ce soit le Nigeria avec le Mène. Donc, que ceux qui passent le temps à penser que la force militaire va résoudre ce problème. Les rebelles amazoniens, c'est des gens qui restent. C'est pas une force d'armée conventionnelle qui viendra affronter de face l'armée camerounaise. C'est des gens qui font dans l'embuscade. C'est des lâches. Et moi, je n'ai pas encore vu une seule armée gagner des lâches. Même vous savez ce qui s'est passé au Vietnam avec l'armée américaine. Je vous remercie. On n'a plus de temps, mais avant d'arriver à 5 minutes de parole, permettez qu'on passe la parole à Adamou Koupit, à moins qu'ils ne veulent vous la donner aussi, la sienne. Non, pas du tout. Est-ce que vous pensez, Adamou Koupit, que cette décision sera respectée par les Camerounais? Est-ce que ces Camerounais qui savent qu'ils détiennent des armes de façon illégale iront déposer ces armes-là auprès des autorités? Non, je dois dire simplement que le ministre Atanganji ne me semble pas être la personne indiquée pour résoudre ce problème. Je crois que peut-être le président l'a mis là pour le mettre à l'épreuve, d'aller lui-même tenter de résoudre le feu qu'il a allumé. Parce que tout le monde sait qu'il est parmi ceux qui ont envenimé la situation avec la fameuse déclaration qu'il avait faite à la CRTV niant l'existence de problèmes anglophones au Cameroun. Pourtant, par la suite, on est tenté de dire que le président a commencé à apporter ce qu'ils appellent la solution. La vraie solution, c'est le dialogue inclusif. Et toute autre mesure qui rentre dans le renforcement de la logique répressive va plutôt compliquer la situation. Je suis d'accord qu'on est... Parce que ce n'est pas seulement en situation de crise qu'un État normal doit se soucier de contrôler le mouvement d'armes dans son territoire. Même les États-Unis aujourd'hui, qui sont le pays le plus libre en la matière, a de soucis aujourd'hui de contrôler la détention de l'arme à feu. Je crois que cette décision peut être inscrite dans cette logique si on peut. J'allais même dire qu'il faille aller loin. Parce que l'autorisation de port d'armes ne doit pas être définitive dans un État normal. À un moment donné, l'individu peut changer de comportement. Vous pouvez être sérieux aujourd'hui, digne de pouvoir obtenir cette autorisation. Le lendemain, par des jeux de circonstances, vous changez, et puis en passant à l'interview, on constate que vous ne méritez plus. On aurait dû
inscrit cela dans un cercle, dans une durée déterminée, renouvelable, pour qu'à chaque fois, ceux qui ont même l'autorité puissent se remettre auprès des autorités pour prouver qu'ils méritent encore de continuer à détenir. Je ne suis pas convaincu que cette décision-là, prise de manière limitative dans le cadre de la crise, pourra avoir l'impact préconisé. Je vous remercie et je suis désolé de vous annoncer qu'on n'a plus suffisamment de temps pour revenir sur les différents arguments qui auraient pu être développés le long de cette émission. On ne pourra malheureusement pas parler des combats de Winnie Mandela, mais on retient tout de même d'elle qu'il s'agissait d'une femme d'exception qui a pu marquer son empreinte finalement dans l'histoire du militantisme en Afrique de façon générale. De toutes les façons, on vous remercie à vous à la maison d'être resté avec nous tout au long de cette émission. On espère vous retrouver dimanche à la même heure, la même chaîne de télévision.